Bonjour à tous, je vais vous introduire aujourd'hui la notion d'alcool ainsi que leur réactivité. Les alcools sont des molécules composées d'une chaîne carbonée liée à un groupe hydroxyle. La molécule présentée ici est un alcool nommé le propanol. Les alcools peuvent être cycliques et nous traitons dans une autre vidéo la nomenclature des alcools. On distingue trois classes d'alcools. La première classe est celle des alcools primaires pour lesquels le carbone lié à la fonction hydroxyle est lié à un seul autre atome de carbone et deux atomes d'hydrogène. Cet atome de carbone peut être lié à un enchaînement d'atomes de carbone que l'on nommera radical carboné et que l'on notera pour simplification par la lettre R. La classe d'alcool secondaire, dans laquelle le carbone portant la fonction alcool est lié à deux radicaux carbonés, R1 et R2, et à un atome d'hydrogène. Et la classe d'alcool tertiaire, dans laquelle le carbone portant la fonction alcool est lié à trois atomes de carbone qui seront notés avec leur groupement R1, R2 et R3. Les alcools sont réactifs, et leur réactivité provient de deux groupements, le groupement CO et le groupement OH, tout simplement parce que le point commun entre ces deux groupements, donc l'atome d'oxygène, est électronégatif. Cette électronégativité lui fournit un pouvoir attracteur. Il peut donc attirer vers lui les électrons des deux liaisons OH et CO. Car l'atome d'hydrogène et l'atome de carbone sont moins électronégatifs que l'oxygène. Donc, selon les cas, nous pouvons avoir soit la rupture de la liaison OH, soit la rupture de la liaison CO. On va prendre le cas où la liaison OH est rompue. En effet, ici un ion H+ va être libéré. Donc l'alcool joue le rôle d'un acide de Bronsted. Nous rappelons que les acides de Bronsted sont caractérisés par le départ d'un ion H+ en réaction. L'équation au bilan montre le mécanisme suivant. L'atome d'oxygène récupère l'électron de sa liaison avec l'hydrogène, et on obtient sa base conjuguée, qui est un ion de la famille des alcoolates, avec un oxygène ayant gagné un électron, et donc est chargé négativement. Et un proton H+, tout simplement car l'atome d'hydrogène ayant perdu son seul électron, il ne lui reste donc qu'un proton H+, ayant une seule et unique charge positive. Selon la classe de l'alcool, nous n'allons pas avoir la même réactivité, parce que l'acidité change selon si l'alcool est primaire, secondaire ou tertiaire. Si nous souhaitons classer donc ces alcools par ordre d'acidité croissante ou décroissante, on remarque que les alcools secondaires et tertiaires sont moins acides que les alcools primaires, en vue de leur pKa qui est plus élevé que celui des alcools primaires. On rappelle que plus le pKa est élevé, plus l'acide est faible. Maintenant, afin de comprendre la différence d'acidité entre les alcools, en chimie organique, nous allons examiner leur base conjuguée, l'ion alcoolate. Et plus particulièrement, nous nous intéressons à la stabilité de cette base. C'est une règle générale en chimie organique. Afin de comprendre l'acidité d'un composé, on examine sa base conjuguée. Les groupements alkyles, comme le méthyle ou l'éthyle, qui peuvent être davantage présents dans des groupements R1, R2 et R3, sont électrodonneurs. Ils sont donneurs d'électrons. Ils renforcent donc la charge négative de l'oxygène des ions alcoolates. Ainsi, l'oxygène va être davantage électronégatif. Il va réagir plus, et ainsi la base alcoolate sera forte. Donc, contrairement aux alcools primaires, secondaires et tertiaires, qui sont des acides faibles, leurs bases conjuguées, les ions alcoolates, sont des bases fortes, classées dans l'ordre suivant de basicité croissante. On retrouve bien les alcoolates tertiaires, qui sont de base plus fortes que les alcoolates secondaires et primaires. D'autres réactions peuvent avoir lieu, permettant aux alcools de jouer le rôle de base très faible dans un milieu acide, où l'acide est fort, comme par exemple l'acide sulfurique H2SO4, qui donne des protons H+ dans le milieu. Il serait judicieux de rappeler qu'en milieu acide, une base de Bronsted capte un proton H+. Ce sera le cas de l'alcool en milieu acide. Je vous explique comment. Eh bien, à partir de l'équation bilan de protonation de l'oxygène, qui attire le proton H+, et forme avec cet oxygène une liaison. Cela donne naissance à un groupement oxonium OH2+. À partir de ce moment-là, plusieurs possibilités de réaction se présentent. Une d'entre elles, c'est la formation d'un carbocation, qui se traduit par la déshydratation de l'ion acide formé par le départ d'une molécule d'eau H2O, qui est possible vu que l'oxygène est très instable et cherche à récupérer sa charge perdue précédemment, en récupérant un électron de sa liaison avec l'atome de carbone. On rappelle que le carbocation est un ion qui possède une charge positive sur un ou plusieurs atomes de carbone, ce qui est le cas ici. On retiendra suite à cette première partie que les alcools sont des espèces pouvant jouer le rôle d'acide
ou de base. Les alcools participent également aux réactions de substitution nucléophiles, notées SN, et aux réactions d'élimination, notées E. Dans les réactions de substitution nucléophiles, l'alcool est l'espèce nucléophile. On rappelle qu'une espèce chimique nucléophile est attirée par les espèces chargées positivement. Les deux doublés sur l'atome d'oxygène donnent à l'alcool le caractère de nucléophile, capable d'attirer des charges positives lors d'un mécanisme réactionnel. En présence d'une espèce halogénée, formée d'une chaîne carbonée liée à un atome de la famille des halogènes, une réaction de substitution nucléophile peut se produire, et voici son mécanisme. L'halogène étant électronégatif, il attire vers lui l'électron de sa liaison covalente avec le carbone. L'atome de carbone étant dépouillé de son électron, devient chargé positivement, de façon partielle ou totale. Il va donc se lier à l'espèce nucléophile, qui est ici l'alcool, par l'atome d'oxygène électronégatif, qui attire l'atome de carbone du radical R1, chargé positivement. Ainsi, on remarque, dans les produits formés, que l'halogène est substitué par le nucléophile, d'où le nom de réaction de substitution nucléophile. Le mécanisme de substitution nucléophile peut se dérouler en une seule étape. Dans ce cas-là, il est noté SN2, ou en deux étapes, qu'on notera SN1. On verra dans quelques instants pourquoi certains alcools vont subir une réaction de substitution nucléophile SN1, tandis que d'autres vont subir une SN2. Prenons l'exemple du mécanisme réactionnel SN1 se déroulant en deux étapes, entre un alcool tertiaire, le 2-méthylpropane-2-ol et une espèce halogénée, le 3-chloro-3-méthylhexane. La première étape est lente et consiste à la formation d'un carbocation. Lors de cette étape, la réactivité de l'alcool est faible. Ainsi, le chlore, très électronégatif, va partir et un carbocation est ainsi formé. La deuxième étape est très rapide, pendant laquelle l'alcool va réagir avec le carbocation par le doublet d'électrons de l'atome d'oxygène. Le carbocation ayant une géométrie trigonale plane, cela donne deux possibilités d'attaque nucléophile de l'alcool, soit du côté extérieur au plan ou intérieur. Ainsi, on peut avoir deux configurations de molécules produites. On dit que le mélange est racémique car on obtiendra autant de molécules de configuration absolue R que de configuration absolue S. Si on s'intéresse maintenant à la cinétique de la réaction, celle-ci dépend d'un facteur qui est la concentration du dérivé halogéné. Ainsi on peut écrire V est égal à K, donc qui est un coefficient de proportionnalité, fois la concentration du dérivé halogéné. Car l'alcool est très peu réactif lors de cette première étape. La vitesse ne dépend donc que d'un seul réactif, qui est le réactif halogéné, et c'est de ce fait-là que provient la notation SN1 des réactions de substitution nucléophile, car la vitesse ne dépend que d'un seul réactif, d'où le chiffre 1. De la même façon, les réactions de substitution SN2 ont leur vitesse de réaction qui dépend de deux réactifs et permet donc un mécanisme réactionnel en une seule étape. Le deuxième type de réaction est la substitution nucléophile SN2. Prenons ici l'exemple de la réaction entre un alcool primaire et un hydracide comme l'acide chlorhydrique. Ici, la formation du carbocation est très peu probable, et nous ne pouvons pas observer une réaction en deux étapes. Cette réaction se fait en une seule étape et le départ du chlore, donc l'halogène, s'accompagne de l'attaque nucléophile du OH sur l'hydrogène du HCl. Toujours dans la même étape, on observe le départ de la molécule d'eau accompagné d'un rapprochement entre l'halogène Cl- et l'atome de carbone. Le produit de cette réaction de substitution est une espèce halogénée. Nous noterons que les réactions de type SN1 sont observées majoritairement pour les alcools tertiaires. En effet, pour les alcools primaires et secondaires, le carbocation formé est tellement instable, ce qui rend ce type de réaction très difficile. En revanche, les réactions de type SN2, quant à elles, sont possibles pour les alcools primaires et secondaires, mais très limitées pour les alcools tertiaires, en raison de leur encombrement stérique qui rend les réactions avec les sites nucléophiles très difficiles. D'autres réactions peuvent se produire avec les alcools, à des températures plus élevées que celles des réactions de substitution nucléophile. Ce sont les réactions d'élimination E1 et E2. Toujours avec le même principe, la réaction d'élimination E1 est une réaction en deux étapes, tandis que la réaction d'élimination E2 est une réaction qui se fait en une seule étape. Comme leur nom l'indique, les réactions d'élimination consistent à éliminer des atomes lors de la réaction. Et c'est ce qu'on va voir dans la réaction d'un alcool tertiaire en milieu acide. Ce milieu contient des ions H+. Cette réaction a lieu à des températures supérieures à 160 degrés.
Lors de l'étape 1, on a la formation du carbocation par l'attaque nucléophile de l'oxygène sur le proton H+, puis le départ d'une molécule d'eau une fois le carbocation est formé. Pendant l'étape 2, l'attaque nucléophile rapide de l'alcool sur un atome d'hydrogène aboutit à la formation d'une double liaison entre le carbone portant la charge positive ici et le CH2. Ainsi, un alcène est formé et une molécule d'eau également. Le mécanisme 2 concerne les alcools primaires et se fait en une seule étape, durant laquelle l'alcool est protoné par des ions H+, présents dans le milieu acide. En même temps, un atome d'oxygène d'une autre molécule d'alcool arrache un proton de l'atome de carbone suivant. Le départ d'une molécule d'eau et la formation d'une double liaison et donc d'un alcène sont observés. Donc, d'une manière générale, nous retiendrons que lors des réactions d'élimination des alcools, il se produit toujours un alcène. Le mécanisme E1 est favori pour les alcools secondaires et tertiaires, tandis que le mécanisme E2 est favori pour les alcools primaires. Dans certains cas, il est possible d'arracher des protons qui sont à différents endroits. Plusieurs alcènes peuvent être ainsi formés. Mais attention, tous n'ont pas la même stabilité. Et l'alcène le plus stable est celui qui sera majoritaire. Mais comment le reconnaître ? Voici l'exemple de l'alcool suivant. Protoné, l'oxygène du groupement oxonium souhaite récupérer son électron perdu. Il attire vers lui l'électron de sa liaison avec l'atome de carbone. Maintenant, l'alcool dans la réaction a la possibilité d'arracher deux atomes d'hydrogène à deux endroits différents. Soit cet atome d'hydrogène, soit l'autre. Regardons donc ce qui se passe dans chacun de ces deux cas. Dans le premier cas, la liaison CH rabattue sur l'atome de carbone forme l'alcène suivant. Dans le second cas, la double liaison est ici, et voici l'alcène qui est formé. Ces deux alcènes sont différents, et afin de reconnaître l'alcène le plus stable d'entre eux, il va falloir retenir d'abord le fait que l'alcène le plus stable est celui qui est le plus substitué. L'alcène le plus substitué serait celui qui a le plus d'atomes d'hydrogène substitués autour de la double liaison. Donc parmi ces deux alcènes, le premier est le plus substitué. Car si on regarde de près autour de la double liaison, nous remarquons la présence d'un groupement méthyl CH3, contrairement à deux atomes hydrogène pour la deuxième molécule. Ainsi, le premier alcène est le plus stable. C'est ce qu'on appelle la règle de Zaïtsev. Cette règle s'applique toujours dans ce cas-là et va nous permettre tout le temps de trouver l'alcène le plus stable et donc le plus substitué. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.